Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un cinquième épisode hors série. Cette semaine, j'avais décidé, comme je l'avais expliqué durant le précédent épisode, mais que je n'avais pas forcément envie de faire encore une fois la même routine, un rip show épisode 15 pour dire aujourd'hui il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça n'apportait pas grand-chose en étant très honnête. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce petit hors série 2 semaines avant la fin de la saison régulière. Il reste actuellement 8 à 9 matchs en fonction des différentes équipes encore dans la compétition. Enfin, encore dans cette course aux playoffs. Hem, Parce que oui, aujourd'hui, on va parler de qui ira en playoff, hein. La question est en gros, il y a le logo de Western Conference, donc vous vous doutez bien, on va parler d'une seule et vraie conférence dans laquelle il y a de la compétitivité, même si à l'Est, il y a toujours quelque chose de relativement intéressant, il n'est pas aussi criant que, cette compétition qu'il y a à l'Ouest. Pour ceux qui ne savent pas, les règles ont changé, je vous fais une courte explication, mais durant, la saison 2019-2020, donc durant l'arrivée du covid, Adam Silver, donc le commissaire de la NBA, avait décrété qu'il serait intéressant de faire une compétition qui s'appelle le play-in, qui est une forme de micro tableau de play-off qui se joue en best of one, donc en une partie, dans lequel, le septième et le huitième et le neuvième et le dixième s'affronteraient pour se batailler pour récupérer une 7 ou une huitième place. Parce qu'avant, en play-off, globalement, c'était les 8 premiers avec les 8 meilleurs bilans de la saison régulière. Sauf que ce qui s'est passé durant la bulle NBA, c'est qu'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient au coude à coude, qui avaient 1 à 2 victoires d'écart. Et dans ces moments-là, Adam Silver s'était dit qu'il serait intéressant de proposer une micro-compétition qui permettrait de départager certaines équipes très proches en termes de win rate, afin de récompenser finalement la plus compétitive, celle qui a le plus de hargne, et éviter une forme d'injustice à quelques matchs près. Voilà. Ça, c'était le tableau. Sauf qu'on s'était rendu compte la saison dernière ou d'il y a 2 ans, je vais vous montrer donc après, je vais même vous le montrer tout de suite maintenant. Voilà. Là, je vous mets les tableaux en playoff. Donc, vous voyez ici, il y a une démarcation. Les 6 premiers sont qualifiés d'office. Et les 4 suivants, donc jusqu'au dixième, ont une chance d'aller en play-off. Donc ça offre la possibilité à un dixième, un neuvième, voire même un onzième, ce que vous allez le voir à l'ouest. Mais ici, et je suis désolé, vous entendez une chasse d'eau, mais ici, il y a quand même match. Hem, Ça offre la possibilité, heu, aux équipes un petit peu plus en bas de tableau de rester toujours dans une compétition et comme vous le savez, les USA, c'est, on va dire globalement, l'archétype du show, du divertissement, donc c'était une des meilleures façons d'apporter un peu de piment dans cette NBA qui pouvait souvent être, finalement, heu, bâclée 2 semaines, 2-3 semaines avant, la fin de la saison régulière. Donc voilà, en 2020-2021, comme vous pouvez le voir, il y avait quand même une compétition qui était intéressante, par exemple, à l'Est, où il y avait que 3 victoires d'écart entre le 7 et le dixième. À l'Ouest, c'était un petit peu plus criant et c'était là où ça m'énervait un peu plus, c'est qu'il y avait quand même une dizaine de victoires d'écart, par exemple, entre les Lakers et les San Antonio Spurs. C'est pour ça que le format était relativement décrié, et encore plus la saison dernière, parce que la saison dernière, ceux qui ont été récompensés, c'était les New Orleans Pelicans, qui avaient littéralement 6 victoires de moins que les Clippers, et qui se retrouvaient finalement en playoff avec un bilan négatif, à l'opposé de celui des Minnesota Timberwolves, parce qu'il y a quand même 10 victoires d'écart, et ça a représenté une forme d'injustice. Et c'est pour ça que le play-in, notamment LeBron, qui s'en était un petit peu plaint l'année précédente, donc en 2020-2021, faisait un petit peu parler. Mais cette année, donc voilà, ça c'est le tableau hein, pour ceux qui ne comprennent pas, mais globalement, le neuvième et le dixième s'affrontent, le septième et le huitième s'affrontent, le vainqueur du 7 et huitième passe directement septième, et le perdant du 7 et huitième affrontera le vainqueur du 9 et dixième et viendra, s'il gagne, le huitième seed. Cette année-là, j'arrête tout de suite les vannes comme ça, cette année-là, bah, c'est super intéressant. Parce que comme vous pouvez le voir, entre le quatrième et le onzième, il y a littéralement 3 putains de victoires d'écart, ce qui est incroyable. Je pense que vous vous rendez pas compte de la compétitivité qu'il y a actuellement dans cette conférence. La hargne et finalement le fait que rien ne va être joué, avant le dernier putain de match, c'est on va dire c'est de l'advertising, mais non, c'est de l'entertainment, pardon, complètement, fou en fait. Genre là, il y a personne ne peut savoir ce qui va être en playoff, et même en play-in, avant au moins, 1 semaine. Parce que là, il reste 8 matchs globalement, hein, comme vous pouvez le voir, 37-37, hein, le bilan à l'équipe serait 41-41, donc il reste 8 matchs. Bah, 8 putains de matchs,
tout peut être joué, hein. Les Lakers peuvent être en 37-45, comme être en 45-37. Voilà. Tout est totalement possible, donc c'est ça qui est absolument incroyable. Et c'est pour ça que c'est le sujet de notre putain de vidéo aujourd'hui. On va parler de l'Ouest. Je vous remets donc quand même la miniature pour que vous ne soyez pas perdus. Mais donc oui, qui ira en playoff à l'Ouest? Et on va débattre de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, on va dire, des équipes qui sont quand même plus prédisposées à aller en playoff parce qu'elles ont quand même un matelas d'avance, hein. Je veux dire, je pense aux Phoenix Suns qui sont en 39-35. Donc ils ont un petit peu plus de marge de sécurité. Ils ont un filet quand même qui va s'installer parce que si ils ont en gros, grosso modo, à gagner 2 matchs pour être à l'équilibre. Et si tu es à l'équilibre, il y a de fortes chances que tu sois en play-in en tout cas, et même en playoff. Donc pour faire la liste des équipes qui vont être dans la compétition pure et dure, moi je mettrais quand même les Phoenix Suns jusqu'au Dallas Mavericks. Il y a des équipes qu'on écarte tout de suite. Voilà, on fait le point. Les Portland Trail Blazers, on l'a vu, malgré un début de saison très surprenant, très impressionnant. Il y a eu des blessures, il y a eu du coaching un petit peu miteux, des décisions, un momentum qui n'a pas été pris, des défaites un petit peu connes, notamment dans des calendriers beaucoup plus cléments, ce qui fait que Portland s'incline déjà, d'ores et déjà dans cette course au playoff et au play-in pour aller chercher un pic de draft assez haut. Parce que vous allez le comprendre, il y a certaines équipes qui ont un intérêt à ne pas poursuivre cette course au playoff. Je pense notamment donc à Portland, mais également à Utah. Oklahoma pourrait être aussi prédisposé à cette décision, même si j'ai l'impression qu'on veut quand même récupérer et récompenser Shai Gilgeous-Alexander avec un trophée de MIP. Mais globalement, pour moi, il y a des équipes qui ne vont pas y aller. Je suis désolé encore pour cette chasse d'eau, j'ai l'impression que quelqu'un est en train d'atomiser mon chiotte. Portland, donc, refuse. S'incline d'ores et déjà, 32 victoires, 41 défaites. Il faudrait qu'il gagne 9 matchs pour être à l'équilibre. Personne n'y croit. En étant très sincère, même Enzo n'y croit pas. Et le but, c'est vraiment de tanker, d'aller chercher un pic relativement haut, peut-être espérer un Victor Wembanyama, parce que la loterie peut jouer des tours quand même au bilan les plus défavorables. Mais donc Portland, out. Utah, c'est un petit peu particulier, parce que Utah, on l'a vu notamment à la trade deadline, que ça s'est débarrassé d'assets relativement intéressants. On sait qu'on veut construire autour de Colin Sexton, on veut construire autour de Lauri Markkanen, autour de ce young core relativement intéressant qui a surpris la NBA, qui a même choqué la NBA en début de saison, parce qu'ils ont réussi à être très compétitifs pendant des mois et des mois, à rester dans un top 8, en créant le doute, en disant est-ce que finalement les Lakers, et finalement est-ce que le Jazz ne va pas aller en playoff et ne va pas montrer à la pleine basket que ça y est, les cartes sont rebattues, malgré un effectif dans la reconstruction, parce qu'on vous le rappelle, la saison dernière quand même, ils avaient quand même un effectif All-Star. Ils trade tout, ils bazardent tout, ils détruisent le projet qu'ils avaient construit avec Quinn Snyder, Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Et ils font quelque chose d'incroyable. Mais la réponse est assez simple, c'est qu'ils se sont débarrassés de pièces maîtresses assez importantes pour des clopinaises, hein. Je vous le rappelle, on a fait une vidéo sur la trade deadline pour comprendre pourquoi Danny Ainge, donc le general manager de Utah Jazz, a fait cette décision, parce que la vérité est que pourquoi récupérer Russell Westbrook pour le buyout, pour finalement récupérer un cap space de 47 millions? Quelle était la question? Surtout que y avait des packages qui pouvaient être plus intéressants. Je pense que la question est simple. Ils veulent viser un pic relativement haut. Il est un peu tard, hein, 35-39. C'est compliqué. Et ils ont surtout la volonté de récompenser Lauri Markkanen pour sa saison. Parce que je vous le rappelle, je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, mais Lauri Markkanen est en lice et toujours en course face donc à notre ami Shai Gilgeous-Alexander des des Oklahoma City Thunder. Je vais vous mettre les petites lignes de stats des deux Titi. Mais globalement, notre ami Lauri Markkanen, il signe une saison All-Star, déjà, premier point. Et il a improve énormément. C'est pour ça qu'il il est éligible à récupérer ce trophée. Il passe de 15 points à plus de 25 points. Il prend 5% au field goal. Il prend 5% à 3 points. Il prend 1% au lancer franc. Ça prend plus de rebonds. Ça fait plus de passes. Bon, ça perd plus de ballons parce que tu as plus le ballon, tu as plus de minutes. Et en fait, ça devient un joueur de calibre All-Star super intéressant. Donc le Finlandais signe une saison absolument incroyable. Bon, avec quand même pas mal d'absences, hein, 64 matchs. Faudrait qu'il ait au moins 70 matchs pour moi. Et en face, il a son ami Shai Gilgeous-Alexander, qui lui, dans un autre registre, fait une saison incroyable, où il y a un big leap aussi de son côté. On améliore ses pourcentages des deux côtés, drastiquement d'ailleurs, notamment à 3 points, au lancer franc et au field goal, sachant que c'est un guard, hein, c'est pas un forward comme Lauri Markkanen, donc c'est plus compliqué d'améliorer ses pourcentages au tir quand tu es plus loin. Ça va faire autant de passes, autant de rebonds, grosso modo, hein.
Et puis ça va prendre aussi plus 6 points. Et ça devient un franchise player et un All-Star indiscutable. Donc les deux, en fait, actuellement, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a un petit peu un bras de fer, un jeu d'échecs où on se dit, on ne veut pas en fait empêcher que ce soit notamment Lauri Markkanen, parce que le Jazz est dans une position un petit peu plus défavorable, même s'il n'y a qu'une victoire d'écart entre le Thunder et le Jazz, euh, dans une position un petit peu plus défavorable pour, pour Lauri Markkanen, pour se dire on veut aller quand même chercher un titre d'MIP pour lui. À l'image aussi de SGA, c'est qu'on veut les récompenser, et donc là il reste 8 à 9 matchs, 9 matchs, 8 matchs pardon même. Euh, Ils n'ont pas envie de sanctionner leurs joueurs en se disant vas-y on tank et on arrête de jouer. Parce que c'est ce qui va se passer dans la dernière semaine quand il restera 4 matchs. Il y a beaucoup d'équipes qui vont se dire on arrête de jouer, soit parce qu'on est qualifié en playoff, notamment Denver, Memphis, même si Memphis et Sacramento vont peut-être essayer de se batailler pour récupérer le seed 2 ou 3 pour éviter de se taper des gros calibres au premier tour. Mais il y a beaucoup d'équipes qui, lors de la dernière semaine, vont lâcher les pédales. Je pense notamment à Utah, peut-être Oklahoma. Mais donc ça, c'est des équipes qui, pour moi, n'ont pas forcément de pression en termes de play-in, en termes de résultats collectifs, parce que ce qu'ont fait Oklahoma City Thunder et Utah Jazz, c'est incroyable. C'est incroyable, et il y a un trophée à la clé, ils veulent récompenser leur franchise player, et c'est le but. Après, est-ce que ça ira en playoff? Pour le Utah, non. Pour Oklahoma City, j'ai des doutes, dans le sens où je pense qu'ils ont envie de récompenser quand même la saison qu'ont fait leur cadre, que ce soit Josh Giddey, Lugen Dortz ou encore SGA, même Jalen Williams en saison rookie. Donc il y a quand même un boulot, un travail qui veut être fait pour récompenser cette équipe et même montrer à Planet Basket, regardez, on était tour de draft France, ok, ici, Sam Presti, je vous rappelle, c'était la reconstruction post-Westbrook, post-Chris Paul il y a 3 ans. Et aujourd'hui, c'est en course pour aller se batailler avec des équipes comme NOLA, comme LA, comme Minnesota, comme Golden State, etc. Voilà. Pour moi, les équipes qui ont une vraie pression, qui ont une vraie bataille et qui vont peut-être aller essayer de chercher cette place, c'est évidemment Dallas Mavericks, les Pels, les Lakers, les Wolves, les Warriors et les Clippers. Et les Suns aussi. Je sais pas pourquoi je prends l'accent anglais. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Bref. Ça, c'est les équipes qui ont une pression actuellement. Et c'est celles qui ne doivent pas rater leur saison. Parce que tout peut péter. On vous remet dans le contexte. Dallas, ils ont décidé de trade pour Kyrie Irving. Et je vous rappelle que Dallas, voilà, je vais vous mettre leur bilan. Dallas, depuis la deadline, c'est pas Jojo du tout. Il y a beaucoup de rouge, il y a peu de vert. Et là, c'est sur 3 défaites d'affilée. C'est sur 3 putains de défaites d'affilée. Ça avait enchaîné 3 défaites d'affilée également en volant ce match face aux Lakers. Mais c'est dans le dur. Et Dallas, on sait que Kyrie Irving, il est en fin de contrat. Et eux, ils veulent aller en playoff. Et là, actuellement, ils sont même pas sûrs d'aller en playoff. Je vais être très honnête avec vous, quand on regarde le calendrier de Dallas, on se affronte Charlotte. Donc je pense que ça va gagner. On se affronte Indiana. Ça peut gagner. Philly, Miami, Atlanta, Sacramento. Et après, Chicago, San Antonio. Il y a quand même des matchs simples. Pour moi, ils peuvent être en 4-4. Comme ils peuvent aller chercher une place en playoff. Mais ça va être très difficile. Donc, première équipe qui ira en playoff. Évidemment que les Dallas Mavericks méritent d'aller en playoff d'une certaine façon. Même si j'aime pas le coach, même si j'aime pas Luka Doncic, même si j'aime pas Kyrie Irving et la construction de l'effectif qui est bancale parce qu'il n'y a pas de défense, c'est tout pour l'attaque et c'est miteux. Cette équipe, on a quand même envie de l'avoir en playoff. Pour voir des match-ups, pour voir du Doncic en playoff, pour voir du Kyrie, pour voir un best of 5, un best of 7 plutôt, essayer d'avoir un peu de spectacle. Je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de spectacle que si on voyait les Minnesota Timberwolves. Si je dois être très honnête, parce que Minnesota, même s'il y a des bons cadres, etc., qu'il y a le retour de Kat, tout ci, tout ça, c'est une saison décevante. Mais donc Dallas, ils ont un calendrier clément. Si je dois être très transparent avec vous, Charlotte, Indiana, Chicago, San Antonio, même Atlanta, c'est des matchs qui sont censés prendre parce que globalement, ils ont un meilleur bilan. Charlotte, Indiana, Chicago, Atlanta, ils ont un moins bon bilan qu'eux. Mais ils ont juste Philly, peut-être Miami, où c'est des matchs coupe-gorge, Sacramento également. Mais voilà, vous voyez, dans cette range-là, Atlanta non, mais Sacramento, peut-être qu'ils vont lâcher la pédale parce qu'ils se disent oh, on préfère affronter Golden State que affronter, je sais pas moi, les Lakers. Ça paraît logique. Personne. Enfin, si je dois être transparent avec vous, c'est pas parce que je suis fan des Lakers, mais il y a des équipes où, je pense pour le haut de tableau, t'as pas envie de les affronter parce que tu sais qu'en 7 matchs, tu peux perdre, en étant très transparent. Mais donc voilà. La première équipe, c'est Dallas. Dallas, elle peut clairement aller en playoff, en play-in. Maintenant, c'est très difficile. Tu es en 36-38. Tu as 4 matchs qui vont être compliqués à prendre. Tu en as 4 que tu peux prendre. Mais voilà. Si tu es en 40-42, t'es pas garanti d'aller en play-in ni en play-off. Oklahoma City. Oklahoma City, comme je vous l'expliquais avant,
ça clique plutôt bien. Ça clique plutôt bien et on l'a vu, ça fait des winning streaks super intéressantes. Ça fait des losing streaks beaucoup moins significatives, mais voilà, on avait vu que ça avait beaucoup perdu ici. Ça s'était refait un peu la cerise en faisant 2 winning streaks de 3. Ils ont un calendrier pas compliqué non plus. Portland, on sait que Portland veut perdre. Charlotte, ça peut gagner. Détroit, Indiana, ça peut gagner. Phoenix, Golden State, compliqué. Utah, je pense qu'à ce moment-là, les équipes, en tout cas Utah aura dit à Lauri Markkanen, c'est bon, t'as fait ton taf. Le trophée, je pense que tu l'as. Et Memphis, je pense que pareil. Donc là, en fait, disons qu'il y a 2 matchs compliqués pour Oklahoma City et il y a 3 matchs, il y a 6 matchs qui sont totalement prenables. Après, à voir ce que veut faire Oklahoma. Est-ce que Oklahoma va aller en playoff? C'est la question pour moi qui est un gros point d'interrogation autour de cette franchise, c'est est-ce que Oklahoma City va aller en playoff, sincèrement, ou est-ce qu'il préfère tout simplement jouer le plus de matchs, essayer de placer Shai Gilgeous-Alexander dans la course au MIP, et finalement après se retirer pour sortir de la course au play-in et aller chercher un tour de draft pour rajouter à leur effectif qui, je pense, dans 3 ans, peut être, à l'image d'un Oklahoma City de 2011 ou de 2012, pardon, une équipe redoutable basée sur la construction. Parce que là, actuellement, Jalen Williams est archi convaincant. Bon, Shai, j'en parle même pas. Lugendort, c'est un lieutenant de fou avec un tir à 3 points, c'est un pur 3&D, il n'y a aucun souci sur ça. Josh Giddey, machine de guerre. Tu te dis qu'il n'y a pas de Chet Holmgren, ça commence à être un effectif intéressant. Si tu rajoutes, je sais pas moi, un forward assez performant, parce que la draft est relativement stacked actuellement en termes de talent. Donc, est-ce que c'est la mission d'Oklahoma? C'est un gros point d'interrogation pour moi. Comme je disais avant, peut-être qu'ils ont aussi envie d'essayer de se jauger en playoff. Pour moi, les 2 décisions sont très intéressantes et les 2 me plaisent. On enchaîne. Les New Orleans Pelicans. 37-37, équilibre. On est passé de top 2 à top 12. Là, on est à l'équilibre, comme les Lakers, comme les Timberwolves. Une franchise qui a été très marquante, je pense. Très très intéressante en ce début de saison, qui a fait des grandes winning streaks, mais aussi des grandes losing streaks, qui lui ont coûté cette place actuellement très difficile en play-in. À l'équilibre quand même s'ils sont revenus de un peu loin, hein. Vous voyez, là, ils sont 4 victoires d'affilée parce que là, il y a pas longtemps, ils étaient complètement out des, du play-in, tout simplement. Là, ils se remettent en 37-37, mais ils étaient en 33-37. Donc, c'était pas joyeux. Alors, ils se sont fait des équipes relativement simples, hein. Je veux dire, Houston, San Antonio, Charlotte, ça va. Là, si on fait un point sur les matchs qui leur restent, Portland, c'est vraiment les équipes qui vont affronter Portland, c'est cadeau, hein. Donc Portland, cadeau. Golden State, je ne pense pas. Je pense que ça va être un match compliqué à prendre. Surtout que Golden State, je vous rappelle, on va en parler après, ils veulent être en playoff. Ils veulent. Denver, c'est la question. Est-ce que Denver va se dire, allez, on lâche les pédales, on est premier de quoi qu'il en soit, on se fait un petit match où on se met en zone de confort, et après on va aller juste essayer de lock, gagner une encore ou 2 victoires et pas se prendre la tête. C'est encore tôt dans le calendrier, on n'est même pas encore arrivé en avril, il resterait 5 matchs après. Est-ce que Denver va déjà faire du load management? Bonne question, mais c'est un match compliqué. Clippers, match compliqué. Sacramento, match compliqué. Memphis, match compliqué. Knicks, match compliqué, parce que faut voir aussi les équipes à l'ouest. Mais les Knicks, ils veulent verrouiller, ils veulent garder cette place de 5e pour aller affronter du Cleveland, hein, parce qu'on ne veut pas affronter du Philly. Et après Minnesota, ça va être compliqué également. Donc pour moi, les Pels ont un des calendriers les plus compliqués. Il n'y a pas de match donné. À part Portland, c'est que des matchs qui vont être compliqués. Après, tout va se jouer sur qui va faire du load management, qui va faire quoi. Ça, c'est un vrai point d'interrogation. Mais pour moi, des équipes qui ne vont pas faire de load management pour s'assurer une place dans cette course au playoff et au play-in, c'est Golden State, Clippers, Knicks et Minnesota. Après, Memphis, Sacramento, Denver, c'est évident que ça peut faire du load management. Mais c'est un calendrier qui est très compliqué. Est-ce que la Nouvelle-Orléans, privée de Zion Williamson, va réussir à... pour moi, c'est sûr, ils vont être en play-in. Mais est-ce qu'ils vont réussir à les passer en play-off? Parce que ces places-là, elles sont extrêmement convoitées et elles ne sont pas acquises par ces trois franchises. Actuellement, c'est provisoire, hein. Soyons bien d'accord. Mais voilà, les Pels, situation un petit peu en dents de scie parce qu'on sait que voilà, l'effectif est un petit peu gangréné par les blessures. On sait que Brandon Ingram, ça clique des fois, ça clique pas. Qu'on a du José Alvarado qui n'était... Alors, ça se trouve, il est revenu. Je vais voir la feuille de match face aux Clippers. J'espère que ça va pas me mettre le son dans les oreilles. Non, c'est bon. Mais voilà. Donc il n'est pas revenu, c'est ce que je pensais. Mais tu as toujours du Zion, du José Alvarado qui ne sont pas là.
avec un Brandon Ingram bon, de gala, un Trey Murphy qui prend vraiment ses responsabilités en l'absence de notre ami Zion, et un McCollum aussi qui fait le taf. Mais ça souffle et on l'a vu face à des équipes qui savent bien jouer au basket. Les Pels, ça peut prendre l'eau. On les a vus jouer face à nous, où ils se sont vraiment fait casser la gueule de A à Z. Même sur les 2 rencontres qu'on a fait, on leur a vraiment atomisé la bouche. Quand ils n'ont pas Zion, quand ils n'ont pas cette menace de drive, de dunk, de hauteur, de verticalité, c'est difficile. Et face à des équipes comme les Knicks qui jouent très dur, les Grizzlies, les Kings, les Clippers, les Golden State, Denver, c'est des matchs qui sont coupe-gorge et qui sont, je pense, qui vont être extrêmement difficiles pour la franchise de la Louisiane, louisianaise, je sais pas. Bref, les Pels, un des calendriers les plus difficiles actuellement, parce que là, nos 2 concurrents, ils ont des calendriers relativement cléments. On enchaîne avec, bon, ma franchise de cœur, les Los Angeles Lakers. Les Lakers, 37-37, première fois depuis 2 ans. On est passé par de la difficulté, comme vous pouvez le voir, beaucoup de difficultés. Cette trade deadline nous a sauvé la saison, en étant très sincère. Malgré 2 matchs cons perdus, en étant très sincère. La défaite face à Houston avec ce load management d'AD, puis le buzzer beater de Maxi Kleber face à Dallas nous crucifie un peu, mais on se remet en jambes en battant Orlando. Des Phoenix quand même très compétitifs, amputés de Kevin Durant, je vous le concède, mais compétitifs. Et un match gagné avec la manière face à Oklahoma City, nos concurrents directs, sans notre ami D'Angelo Russell. Voilà, ça c'est le point. Qu'est-ce qui reste face aux Lakers? Et bien face aux Lakers, c'est un calendrier qui est relativement simple également. On va affronter Chicago 2 fois, pas en back-to-back. Déjà, on n'a pas de back-to-back, donc ça, c'est un cadeau venu du ciel. On a un back-to-back, pardon, c'est les Clippers et le Jazz. C'est un cadeau venu du ciel qui va nous arranger pas mal. La question est que, voilà, LeBron James, tout ça a été fait sans LeBron James, parce qu'il est absent depuis la défaite face à Dallas, donc depuis le 26 février. Ça va faire 1 mois qu'il est absent des parquets. C'était une entorse de grade 1 ou 1,5, je sais plus, mais bon, valait mieux qu'il soit vraiment en jambes pour les playoffs. Là, les Lakers sont dans une position qui est relativement favorable, quand on sait qu'on va affronter 2 fois Chicago. Chicago, avec tout le respect que j'ai pour eux, je pense qu'on leur atomise la bouche. Pour moi, les Lakers, là, sur ces 8 matchs, Chicago peuvent prendre les 2. Minnesota, certes, il y a 4 qui est revenu, mais je pense que si LeBron James est de retour dans ces eaux-là, il a été listé doubtful, pardon. Voilà, j'en perds mon anglais. Donc, c'est une forme de. On va dire, c'est le grade pire que questionable, c'est-à-dire à mon avis, il ne jouera pas, mais. En tout cas, il va revenir je pense, dans les 4-5 derniers matchs. Donc ça, c'est super intéressant et important pour nous. Mais on a un calendrier relativement clément. Chicago, Minnesota, Houston, Utah, comme je vous l'expliquais 2 fois, notamment ici, qui va, je pense, se laisser un petit peu faire. Mais par contre, Phoenix et Clippers, qui vont être des matchs intéressants. Mais les Clippers, ils n'ont plus Paul George. Et les Clippers qui n'ont plus Paul George, c'est plus les mêmes Clippers. Avec tout le respect que j'ai pour eux, mais ce n'est plus les mêmes Clippers. Et quand on sait que là, on va être en full effectif, qu'on a des gars comme Austin Reeves qui sont en train de se révéler, qui ont le couteau entre les dents, le mec a la dégaine d'un Beatles et il casse la gueule à toutes les défenses de la NBA. On est la meilleure défense de la NBA. On est une des meilleures offenses de la NBA. Les Lakers, c'est royal. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est ma franchise. Évidemment, je la possède. Évidemment, j'ai des parts chez les Lakers, ça paraît évident. Mais c'est une franchise, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est actuellement une des franchises qui est dans la meilleure position parce qu'ils ont la meilleure dynamique, entre guillemets, et parce qu'ils ont un effectif qui est taillé pour aller chercher une finale de conf, en étant très sincère, mais il a peu d'ancienneté. S'il avait été là depuis le début de la saison, je pense qu'on aurait été top 3 actuellement de la NBA. Ça paraît évident parce qu'il est très bien construit. Après, voilà, complot, on joue de la trompette, du saxo parce qu'Adam Silver nous a illustré les couilles. Ça, c'est un autre débat. Enzo, ça ferait un plaisir de vous en parler. Mais les Lakers, ça peut clairement aller chercher une place en playoff. En étant très sincère, je pense que c'est une des équipes actuellement dans le play-in qui a le plus de chances d'aller chercher une place en playoff parce que dynamique, effectif, retour de LeBron James et calendrier clément. Minnesota, actuellement, erreur. Minnesota, on sait qu'ils ont été amputés d'Anthony Edwards. Rien de bien grave, mais le All-Star en puissance, je crois qu'il était absent. Si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier ça tout de suite. Mais voilà, Anthony Edwards, illness, injury. Donc certes, il y a le retour de Kat qui fait du bien. Rudy Gobert fait toujours son travail de l'ombre, de double-double, etc. en bâchant 2-3 clampins dans la raquette.
Ça reste quand même difficile, si je dois être honnête, du côté de Minnesota, d'être privé de notre ami Anthony Edwards, sachant qu'ils ont un calendrier qui est pas si évident que ça. Golden State, Sacramento, Phoenix, Lakers, Brooklyn et New Orleans. Alors certes, tu respires avec Portland et San Antonio, mais alors ça va être des matchs qui vont être très, 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 très compliqués à prendre. Notamment les Lakers, concurrents directs, Golden State, concurrent direct, New Orleans, Phoenix, Brooklyn dans une autre dimension, parce que voilà, Brooklyn, ils sont en play-in. Non, pardon, ils sont en play-off, mais ils veulent rester en play-off. Voilà, ils veulent pas saboter cette fin de saison, malgré les départs, les échanges, les trades, les dramas, etc. Ils ont quand même un effectif qui est taillé pour aller en play-off ou en play-in, et ils vont jouer leurs cartes pour y aller. Donc Minnesota, c'est très difficile, sachant que voilà, Kat revient, mais Kat n'est pas à 100%. Et puis on connaît ce qu'est Kat et ce qu'a proposé le duo Kat et Gobert en début de saison. C'est pas non plus rocambolesque. Là, on va dire que ouais, t'es amputé de une de tes principales menaces offensives et de ton franchise player, parce que Karl Anthony Towns, il a été absent depuis fin novembre ou début décembre. Donc voilà, il est un peu out, on va dire, en termes de rythme. Il est off rythme. Donc très compliqué, je pense, pour Minnesota. L'équipe a les outils. L'équipe, c'est d'ailleurs toujours classée dans cette range-là. Il n'y a jamais eu vraiment de soucis. On les a vus faire un peu l'accordéon, monter 5e, descendre 11e, mais ça a toujours été dans cette range-là. Et ils ont plus souvent été dans ces positions. Là, très décevant, hein, je veux dire, par rapport aux attentes qu'on avait de la franchise en début de saison. Moi, le premier, je les mettais deuxième, pour être très transparent. Euh, Là, ils ont perdu Dilo, ils récupèrent Mike Conley. Donc, ok, Mike Conley, Gobert, ça peut bien marcher. Mike Conley, bah, ça a de l'expérience, mais globalement, c'est un peu miteux. Et je pense qu'en termes de dynamique, même si, voilà, si je vous reprends les victoires qu'ils ont eues, voilà, en fait, ça a fait un peu l'accordéon. Ça perd beaucoup, ça gagne, ça perd beaucoup, ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. Voilà. Là, c'est un calendrier qui est compliqué. C'est ce que j'essaie d'expliquer, mais c'est que c'est un calendrier qui est compliqué. Je suis pas, enfin, pour moi, ils iront en play-in, mais c'est pas garanti qu'ils aillent en play-off. Et on finit avec les Warriors, les Clippers et les Suns. Bah, les Warriors, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les Warriors, ils ont un calendrier, je crois qu'il est relativement. Il est balance, on va dire. Minnesota, c'est un match compliqué. New Orleans, c'est un match compliqué. Denver, c'est un match compliqué. Oklahoma City, Sacramento, c'est un match compliqué. Mais il y a deux cadeaux qui sont offerts, San Antonio et Portland. Et Golden State, ils ont un petit matelas d'avance, 39-36. Ils sont en plus offerts une victoire super importante face aux Sixers de Joel Embiid. Ils sont en bonne position. On a un Stephen Curry qui est absolument indécent, qui fait une saison, s'il n'avait pas été absent trop longtemps et que les résultats collectifs étaient un petit peu plus convaincants, je pense qu'il aurait pu faire une saison de calibre MVP. Hein. Voilà, 29 points, 6 rebonds, 6 passes. Bon, voilà, c'est un crack, c'est un monstre, il n'y a aucun souci sur ça. J'aurais jamais cru dire ça un jour de ce mec-là, vu que je le détestais il y a à peine 6 ans. Mais Golden State est une des équipes qui a une bonne dynamique. En playoff, je pense, ça se fait péter la gueule au premier tour. Bon, ça va en 6, voilà, parce qu'il y a de l'expérience, mais bon, c'est une équipe qui a un petit peu plus d'avance et globalement, elles ont une longueur d'avance. Ces trois équipes-là ont une longueur d'avance, ça se voit au bilan collectif. Hein. Il y a 2 victoires d'avance, par exemple, sur les sur les Lakers, pardon, sur les Wolves et sur les Pels. Donc ça permet un petit peu de s'assurer une tranquillité, un matelas de sécurité par rapport à la course aux playoffs, sachant qu'il reste 8 matchs. Mais voilà. Golden State, pour moi, je suis relativement confiant. Je pense que je les vois bien aller en playoff. Si je dois être très honnête avec vous, je les vois bien aller en playoff. 6e, en étant honnête. 6, 5e. Je les vois pas descendre en play. Clippers, par contre, les Clippers, je vois le fiasco arriver, le scandale arriver, parce que c'est des matchs pas si évidents. Chicago, c'est un match qui est compliqué, parce qu'en fait, il faut prendre en considération le fait que Paul George est out. Et ça, c'est un gros coup de massue sur l'effectif des Clippers, parce que certes, l'effectif des Clippers, il est taillé pour aller au titre, et que moi, je les avais mis premier de la saison régulière. Ils ont, en gros, 2 line-up complètement cheatés, mais perdre un de tes cadres, qui est Paul George, c'est pas parce que tu récupères Russell Westbrook que tu vas aller plus loin. J'avais fait une vidéo sur lui d'ailleurs, hein, j'ai beaucoup d'amour pour ce joueur-là, mais il faut aussi resituer, recontextualiser les choses. Sans Paul George, juste avec Kawhi, il reste 7 matchs pour nos amis des Clippers. Ils perdent en plus hier face à New Orleans. Chicago, c'est un match qui est coupe-gorge. Memphis, compliqué. New Orleans, compliqué. Lakers, compliqué. Phoenix, compliqué. Voilà. Il y a 6 matchs sur 7 qui vont être durs à prendre, il va falloir y aller, il va falloir qu'on ait un Kawhi Leonard de gala. Certes, on a de l'avance, on est en 39-36, mais voilà, tu as une demi-victoire d'avance sur sur les Lakers, sur les Wolves, sur les Pels, et c'est des équipes qui ont le couteau entre les dents. Et vraiment, les 3 ont la dalle, ils veulent aller chercher ce spot, parce que je pense, en étant très honnête, que sur ces 3 spots qu'il y a actuellement, il n'y en a qu'un qui va se libérer pour ces 3 équipes-là.
et ça sera celle qui va faire le meilleur bilan, la meilleure chose, hein. C'est une phrase très débile, mais elle est logique. C'est l'équipe qui arrivera le mieux à se dépatouiller, dans ces 8 derniers matchs qui s'offrira, je pense, une sixième place, si je dois être honnête. Et je pense que les Clippers sont le profil le plus favorable, on va dire, à dégringoler. Parce que les Suns, on sait que KD va revenir mercredi. Voilà, on avait vu cette vidéo Histoire la Suisse, c'est clownesque. Malgré quand même des difficultés sur les derniers matchs, hein, voilà, si on prend les 8 derniers, ils sont en 2-6. Donc c'est pas Jojo, puis ils sont en 4-6 sur les derniers. Euh, une dynamique un petit peu en dents de scie, un petit peu difficile, et un calendrier pas si compliqué, si difficile. Relativement équilibré, on affronte du Utah, donc c'est un match un peu coupe-gorge, mais je pense qu'ils peuvent leur taper dessus. Face à Minnesota, KD devrait revenir, et vu que KD va revenir normalement sur ces matchs-là, ça peut dérouler. Denver est un match compliqué, Oklahoma City est un match coupe-gorge, San Antonio c'est offert, et puis là après c'est des matchs pareils qui, vu que, alors celui-là peut-être qu'ils vont lâcher les pédales, hein, Denver, mais je pense que face aux deux équipes de Los Angeles, ça peut être compliqué, notamment si LeBron James revient ici. Mais bon, je me fais pas trop de soucis sur Phoenix. C'est l'équipe qui a la plus grande longueur d'avance, on va dire, par rapport aux autres. Et c'est l'équipe qui si KD revient en forme et ne se reblesse pas d'ici 3 matchs, voilà, ils seront quatrième, lock, sans aucun souci. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu, je sais pas si c'était intéressant, mais globalement, c'est un petit peu le bordel. Personne peut savoir réellement qui va y aller. Si je devais faire un prono très sincère actuellement du seeding, on va dire, du classement, je pense que Phoenix va se conforter dans cette position de quatrième, en étant très honnête. Je pense que les Warriors vont verrouiller cette position de cinquième avec l'expérience, avec la grinta, avec Stephen Curry qui ne veut pas se casser les dents en play-in, comme il l'avait fait il y a 2 ans. Et je vais les mettre sixième, et je pense que les Lakers vont être l'équipe qui a un des calendriers les plus simples, une des équipes qui a la meilleure dynamique, le meilleur effectif, euh, qui, je pense, va pouvoir s'inscrire en sixième position en affrontant au premier tour les Kings ou les Grizzlies, à voir. Et je pense que la surprise va se faire sur le fait que les Clippers vont probablement chuter en septième position. En huitième, on aura la Nouvelle-Orléans. En neuvième, on aura les Wolves. Et en onzième, on aura les Mavs. Je pense que Oklahoma City va être compétitif jusqu'à la fin, mais peut-être va manquer de jus ou d'expérience pour aller chercher une dixième place. Et je verrai bien, ouais, Oklahoma City 10, Utah 12, Portland 13. Et voilà. Mais donc mon classement, si je devais faire un classement brut actuellement, ça serait Denver 1, je pense Memphis 2 en étant très sincère, Sacramento 3, Phoenix 4, Golden State 5, Lakers 6, Clippers 7, Pels 8, Minnesota 9 et Dallas 10. Voilà. Fini pour cette petite vidéo hors série qui ira en playoff. Ça se trouve, elle est très mal construite, je suis désolé si c'est le cas, mais je voulais faire un petit peu, c'était de la pure impro, j'avais rien préparé. Essayer de débattre un petit peu et de vous montrer en fonction, des différents contextes de chaque équipe, de dynamique, des effectifs et du calendrier, ce qui allait se passer. Hem, Vraiment hâte. On se retrouve la semaine prochaine, je pense, pour un épisode, du RIP Show, l'épisode 15, je suppose, qui traitera donc finalement de cette semaine de basket. Il restera probablement 4 à 5 matchs en fonction des calendriers des différentes équipes, ce qui permettra de se prononcer un petit peu plus sur cette course en playoff et sur cette course au play-in, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Euh, et vraiment hâte, j'ai qu'une hâte de savoir. Alors évidemment, j'ai la pression parce que bon, Enzo n'a plus forcément la pression, les Blazers tank, mais pour les Lakers, évidemment, j'ai la pression de savoir si oui ou non ça va pouvoir. euh, euh, Avoir ce tampon, ce tampon de playoff et non de play-in. Je serais très satisfait qu'ils arrivent à choper cette sixième place. Je pense qu'ils en ont les ressources comparé à leurs concurrents et on croise les doigts. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous partout, comme Arouf partout, même dans ton trou. Et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous.